Le DCA, quand un sujet est aussi populaire que ça, c'est vraiment casse-gueule, dans l'idée où tout le monde va vouloir entendre ce qu'il a envie d'entendre, alors que le sujet de cette vidéo aujourd'hui, il est bien précis, il y a DCA et DCA. Alors le premier problème du DCA, c'est le biais du survivant. Vous le savez, suivant la date à laquelle on commence, évidemment, on a une conclusion qui est bien différente. C'est-à-dire que j'avais une discussion, justement, la dernière fois, avec quelqu'un qui me disait « Moi, le DCA, ça m'a sauvé la vie, parce que j'ai voulu commencer à investir en novembre 2021, et le fait d'investir mon DCA au fur et à mesure, parce que j'avais une grosse somme et pas d'un coup, eh bien, en effet, ça m'a sauvé la vie, parce que novembre 2021, c'était le plus haut, et ensuite on a vécu une année de tendance baissière. Et donc le DCA m'a permis de lisser mon prix de revient et au final de m'y retrouver très facilement. Alors que si j'avais tout investi, eh ben, j'aurais eu une forte moins-value qui potentiellement m'aurait fait sortir, etc. La problématique de cette histoire, évidemment, c'est que cette personne-là va dire ben moi, le DCA qui me convient et le meilleur DCA pour moi, c'est un DCA qui est graduel, c'est-à-dire que même si j'ai une grosse somme d'argent à investir, je vais l'investir mensuellement et je ne vais même pas prendre la tête plus que ça. Et dès que j'ai fini d'investir cette grosse somme, j'ai une somme d'épargne que j'ai de mon salaire et tous les mois, je vais la louer. Aussi simple que ça. Et ça, c'est ce que vont faire la majorité des gens. Ça permet de lisser dans le temps, ça permet de faire la performance moyenne du marché. Et la problématique avec ça, c'est qu'on a un autre biais du survivant, c'est de penser que les 9-10% annuels en moyenne que le marché a retourné ces 30-40 dernières années, même depuis bien plus longtemps, mais encore plus ces dernières années, eh ben ça va continuer de le faire. On omet complètement les gains de productivité qu'on a eu jusqu'à maintenant, l'IA potentiellement, les remplacements, on oublie complètement le baby boom, tout un tas de grosses tendances ont pris leur essor après la Seconde Guerre mondiale et sont en train de s'essouffler actuellement. Est-ce qu'on fait notre Malthus et on part du principe que maintenant c'est fini, c'est la décroissance, ou est-ce qu'on se dit l'IA, le truc, le machin, vont permettre de pousser le schmilblick encore plus loin? Ça, c'est une réponse qui est plus compliquée que ça et qui sera l'objet d'une autre vidéo. Ou alors, il y a l'autre personne qui a commencé à investir en octobre 2022. Et il a reçu une grosse somme parce qu'il a vendu un appart ou en héritage et il a décidé d'investir tout en one shot. Et cette personne-là, parce qu'elle a investi tout en one shot en octobre 2022 sur le plus bas, elle va vous expliquer, si vous obtenez une grosse somme d'argent, forcément, il faut l'investir d'un coup. C'est un autre biais du survivant et personne ne se rend compte, si vous voulez, qu'à un moment donné, il y a un facteur chance, il y a un facteur timing qui fait qu'il y a une méthode qui va être meilleure qu'une autre à un moment donné pour un profil donné. Et c'est ça toute la différence, si vous voulez. Et c'est pour ça que dans les commentaires, etc., on va retrouver tout le monde qui comprend les choses comme il veut, parce que chacun a une expérience qui lui est propre. Et c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de bonne méthode, mauvaise méthode, c'est une question de bonne méthode au bon moment. Et donc bien comprendre, si vous voulez, qu'on se fait complètement avoir par le côté aléatoire des choses et cet aspect de timing, et qu'il faut éviter de biaiser ce qui marche ou ce qui ne marche pas, en oubliant qu'il y a un gros facteur timing. Et donc, du coup, je vais vous expliquer que pour moi, le DCA, c'est beaucoup mieux de l'appliquer d'une différente manière. C'est-à-dire, je ne fais pas un DCA mensualisé dans l'idée que j'investis nécessairement tout l'argent sur tel ETF, telle action, peu importe. Je vous déconseille de faire ce DCA, si vous voulez, en mode automatique, d'une manière mensuelle, avec une somme fixe, pour la simple et bonne raison que, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, votre portefeuille boursier va représenter un gros morceau de votre patrimoine, et ce patrimoine-là, un gros morceau, va être représenté par un tracker ou une action qui aura été accumulée jusqu'à être une grosse part de votre portefeuille. Alors bien entendu, on peut se dire que tout va bien se passer, etc. Mais vous allez vous retrouver à un moment donné avec de la volatilité. Est-ce que c'est lié? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'acceptez? Parce que c'est ça dont il s'agit. Beaucoup de personnes achètent des ETF, font du DCA, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec la volatilité au jour le jour, voir leur portefeuille trop fluctuer. Mais au bout de plusieurs années que vous avez fait du DCA, votre portefeuille est important et il est concentré. Même s'il est dans un ETF monde, il est concentré à 60% sur les US. Et le S&P 500, c'est 30% sur 6 valeurs. Donc, comprenez bien aujourd'hui que le monde dans lequel on est, c'est la concentration. Ce phénomène
va potentiellement perdurer, on va continuer d'acheter les leaders vont tout gagner, potentiellement oui, donc on n'est peut-être qu'au début, mais encore faut-il en avoir conscience. Donc plutôt que de faire ça, moi je fais un DCA si vous voulez, ou je faisais en tout cas un DCA à mes débuts, c'est que je rajoutais de l'épargne en cash sur mon portefeuille. Je fais un DCA sur le portefeuille dans son ensemble, mais ce sont des liquidités. C'est moi qui décide ensuite où je vais allouer ces liquidités-là, et je vais décider donc de plus diversifier que quelqu'un qui va juste allouer les liquidités à directement un ETF ou une action spécifique. Ce qui fait que, si vous voulez, j'essaye toujours de contrôler un petit peu mes tailles de position. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc je fais un DCA et je fais grossir mon portefeuille mois après mois, mais je ne l'investis pas forcément et surtout pas de manière automatique. Donc c'est pour moi une bien meilleure approche, si vous voulez, d'approcher le DCA, de faire ce DCA au niveau du portefeuille de son ensemble, et ensuite, voilà, d'éviter après 10 ans de se retrouver avec des tailles de position qui sont énormes, si vous voulez, et où la moindre variation va commencer à impacter vos émotions, même si vous êtes le plus long terme du monde. En tout cas, c'est tout ce que tout le monde se dit, jusqu'à ce qu'on se prenne à moins 30% dans la figure. Et je vais aller même plus loin. Je vais aller même plus loin sur un article justement que j'avais écrit il y a déjà une bonne année, mais ces réflexions-là, elles ont déjà 5 ans. C'est de se dire que mon DCA, si vous voulez, au niveau de mon portefeuille, derrière, quand je veux investir sur les marchés, donc sur de l'ETF, l'idée c'est de se dire que les marchés baissent. Ça arrive, ça fait partie de la vie de la bourse. Par contre, ils ne baissent pas souvent, et ils ne baissent surtout pas souvent de moins 50 à moins 80%. Tout le monde a peur de 1929, tout le monde a peur de 1987, évidemment. On vous parle nécessairement de ces cracks-là, mais regardez sur 100 ans d'histoire, c'est pas arrivé très souvent. Donc la problématique, si vous voulez, c'est qu'on a un autre biais, qui est celui d'avoir peur du crack, qui est le truc qui arrive le moins souvent. Par contre, des baisses de 10%, ça arrive très souvent. Des baisses de 20%, un petit peu moins souvent. Des baisses de 30%, encore moins souvent. Et les baisses de 50%, c'est très rare. Donc en fait, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est que beaucoup qui font du DCA vont se dire, ben moi, je vais garder mon pécule et je vais l'investir au prochain crack. Évidemment, ils vont avoir le biais du survivant qui est de dire ça a super bien fonctionné avec le Covid. Sauf que le prochain crack, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'il aura lieu. Est-ce que ça sera un crack de moins 30, de moins 40, de moins 50, de moins 80%? Est-ce qu'après avoir pris moins 40% la première année, la deuxième année, on prendra encore moins 60? Parce que ça aussi, c'est des statistiques. On arrive, des fois, c'est très rare, mais il y a des années qui sont très baissières, et l'année d'après, elle n'est pas haussière, elle est à nouveau très baissière. Alors il faut remonter au calendrier grec pour avoir ça, mais ça peut arriver. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, en termes de probabilité, si vous voulez, mon but, c'est de pas d'attendre le crack. Les meilleures opportunités en bourse, c'est très souvent quand le marché baisse de 15 à 20%. C'est le truc qui arrive un petit peu plus souvent et qui offre les meilleures opportunités parce que très souvent, le marché remonte derrière. Quand il perd 15 ou 20%, c'est très rare qu'il en reperde 30 derrière. Ça peut arriver. Mais l'idée donc, c'est d'avoir, si vous voulez, votre pécule et de l'investir en fonction soit de niveau graphique, si vous êtes un petit peu plus pointu sur la technique, soit directement, comme je vous dis, en termes de pourcentage sur les plus hauts. Quand je vais avoir 5% de baisse, est-ce que ça m'intéresse réellement? 10%, 15%, là oui, je peux commencer à mettre une partie de mon DCA sur ces niveaux-là et à acheter à ce moment-là les indices. Donc l'idée, elle est ici. Elle est ici, l'idée. Vous voyez, c'est un article que j'ai écrit il y a un petit moment. Ce qu'on se dit, c'est qu'on a un marché qui baisse de 10%, à peu près 63% des années sur les 100 dernières années. De 20%, on passe à 26%. Okay, et de 30%, un marché qui baisse de 30% ou plus, c'est 10% sur les 100 dernières années. Et de 40% ou plus, c'est 5%. Donc je vais adapter, si vous voulez, ma stratégie de DCA, où je vais essayer d'acheter sur des niveaux de baisse en fonction de la probabilité qu'elles ont d'arriver. C'est-à-dire que ce que je vais chercher à faire, c'est par exemple, si j'ai une somme de 1000, admettons, si j'ai une baisse de 10%, de 5-10% du marché, je veux mettre 100. Si j'ai une baisse de 20% du marché, je veux mettre 300. Si j'ai une baisse de 30%, je veux mettre 300 à nouveau. Si j'ai une baisse de 40%, je veux mettre 150, 200, ça dépendra. Une baisse de 50%, 100, 150, ça dépendra un petit peu des profils. Mais vous comprenez bien, si vous voulez, qu'en gros, un marché qui baisse de 10 ou 20%, c'est là où je vais mettre quand même le gros de mon DCA. 30%, je vais avoir un autre gros, mais ensuite les 40 et 50%, évidemment, c'est ce qu'on rêverait, d'avoir une baisse de 40 et 50%, et donc c'est là où je vais avoir tout mon cash pour pouvoir le mettre à ce moment-là.
mais ça arrive tellement rarement que vous risquez plus de rester sur le bas-côté que d'investir à ce moment-là. Et le Covid, c'est le biais du survivant, parce que tout le monde pense au Covid et que quand ça se reproduira, on le refera encore une fois, parce que potentiellement, c'était l'opportunité d'une vie, et elle ne se représentera pas de sitôt. Donc vous comprenez bien, si vous voulez, qu'il y a des CA et des CA. En soi, la méthode n'est pas mauvaise, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est quand même un truc qui a été inventé. Alors, inventé, c'était quelque chose quand même de bon sens, mais on va dire que expressément, ça a été inventé dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est le truc qui est vraiment très populaire. Ça a été très populaire aussi au début, mais après, ça a été un peu plus oublié. Parce qu'on est allé chercher, à ce moment-là, on était avec les Nifty 50, etc., donc dans des marchés qui étaient très concentrés, et puis après, on a vécu quoi? On a vécu de la stagflation et on a vécu une quinzaine ou une vingtaine d'années où les grosses boîtes ont fait du retour à la moyenne et ce sont elles qui étaient concentrées dans les indices et ce sont plutôt les boîtes qui étaient moins concentrées dans les indices ou qui étaient en dehors des indices qui ont performé, notamment pas mal de petites caps et qui ont offert une surperformance. Donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, les indices arrive à concentrer les valeurs et on est sur ce type de tendance-là et c'est ça qui marche. Mais il y a des périodes également où il va falloir faire des retours à la moyenne et ce sont d'autres valeurs qui ne sont pas suffisamment représentées dans les indices qui vont offrir la surperformance. Et un investisseur actif à ce moment-là va retrouver de la performance. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent justement qu'il vaut mieux faire du passif sur ETF que de l'actif. Encore une fois, c'est une question de profil et de savoir qu'est-ce qu'on recherche. Parce que si vous voulez, vous pouvez avoir un investisseur actif qui en effet va sous-performer le marché pendant 2 ans, sur 3 années. Je prends ça en guise d'exemple. Mais la 3e année, il va le surperformer. Et pas qu'un peu, il va surperformer de 30 ou de 40%. Et cette surperformance-là, si vous voulez, il faudra que l'investisseur actif fasse comme le marché ou moins bien que le marché pendant encore plusieurs années avant que l'investisseur passif le rattrape. Donc ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que si on veut sécuriser son patrimoine, rechercher la moyenne, c'est très bien. Mais si on est dans une volonté et un profil d'aller décupler son patrimoine, de créer de la richesse, ben, il faut prendre un petit peu plus de risques. Rien n'empêche évidemment d'avoir une stratégie qui est hybride, c'est-à-dire plusieurs portefeuilles, un portefeuille qu'on va traiter plus en dynamique, où on va essayer d'aller chercher de la surperformance, et donc on va faire des paris actifs en choisissant nos actions, et un fonds de portefeuille qui est de la réplication, qui nous permet, quand on sous-performe, d'avoir ça qui nous rattrape un petit peu le moral. Donc vous avez bien compris l'idée, si vous voulez. Il n'y a pas une façon de faire du DCA et qui est la bonne méthode. Il y a plusieurs façons, parce que rien ne marche tout le temps, si vous voulez. Il y a un temps pour tout, mais tout ne marche pas tout le temps. Et c'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo-là. L'idée, c'est pas casser du sucre sur le DCA, l'idée, c'est de connaître les dangers, de savoir ce qu'on est en train de faire, et pour la plupart des gens, je dirais, le danger, c'est pas de se rendre compte qu'en accumulant au fur et à mesure, on se retrouve au bout de quelques années avec une grosse partie de son patrimoine, sans le savoir, qui est très concentré, et qui est plus volatile, éventuellement, que ce qu'on avait prévu. Et c'est là où on s'en rendra compte un petit peu trop tard, et ça peut impacter vos émotions, et ça peut vous faire prendre des décisions qui sont complètement aléatoires, émotionnelles, et en dehors de ce que vous aviez prévu au début. Donc je dirais avoir un petit peu les deux, et faire du DCA au niveau du portefeuille, bien comprendre la gestion du risque de par les tailles de position, et ensuite, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, profiter de ces probabilités de baisse du marché, quand il baisse de 10, de 15, de 20%, pour accumuler plus gros à ces moments-là, voire de 30 ou 40%, mais bien comprendre que le crack, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et ça, c'est, je dirais, l'essentiel pour... Faites du DCA si vous voulez, mais faites-le bien.